Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Au Quotidien en ce mercredi 15 janvier, déjà le milieu du mois. Vous le voyez, je suis aujourd'hui seule à la présentation. En effet, la grippe sévit aussi au sein de notre rédaction. Faites attention, vaccinez-vous, on en a parlé vendredi dernier. Mais nous sommes là tout de même pour vous informer avec, dans le JT, un pompier du SDIS de la Sarthe comme invité, le lieutenant Guillaume Goyer, chef du premier détachement parti à Mayotte fin décembre. Il revient avec nous sur cette expérience. Et puis dans la suite, on parlera du Cross Ouest France. Ça a lieu ce week-end au bois de l'Épau, vous le savez, avec l'un de ses animateurs, Jean-Claude Raison. On parlera de la préparation de ce cross et on vous donnera éventuellement des petites astuces si vous voulez vous remettre au sport en ce début janvier. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans le journal de ce mercredi 15 janvier avec au sommaire un bilan sécurité dans le Nord-Sarthe. Le préfet était en visite au groupement de gendarmerie de la Ferté-Bernard pour faire le point sur les actions menées en 2024 pour assurer la sécurité du quotidien dans la commune. Et puis, patrimoine avec les travaux de l'église Notre-Dame du Pré au Mans, dont la toiture est en restauration en ce moment. Mais on ouvre ce journal avec de nombreux accidents sur les routes survenus ce mercredi matin en Sarthe. Entre 6h et 10h, au moins une vingtaine d'accidents de voitures, de vélos et même un bus de transport scolaire à Saint-Côme-en-Véré qui ont subi des sorties de route à cause des chaussées rendues glissantes par des brouillards givrants. À Bonnetable, sur la départementale 301, un poids lourd est entré en collision frontale avec une voiture. La conductrice est gravement blessée, mais ses jours ne seraient pas en danger. Au total, au moins 18 blessés légers sont à déplorer sur tout le territoire. Et c'est dans ce contexte et sans lien avec cette actualité que le préfet de la Sarthe faisait le bilan annuel des interventions des gendarmes à la Ferté-Bernard ce mercredi. Pourquoi cette commune du Nord-Sarthe en particulier? Les explications avec Alexandre Ferrer. À la Ferté-Bernard, le préfet salue les gendarmes après l'intervention du braquage d'une bijouterie en fin d'année dernière. Un événement particulièrement marquant pour la commune. L'année 2024 sur la Ferté-Bernard avait été une année dense. On a en tête, parce que ça s'est passé au mois de décembre, l'arrestation de délinquants qui avaient projeté le hold-up d'une bijouterie, avec l'arrestation quasiment en temps réel par les gendarmes de la Ferté-Bernard. Et rien que ce fait, qui est extrêmement positif, pouvait motiver ma venue. La brigade de la Ferté-Bernard n'a pas été épargnée par l'engagement des unités de gendarmerie à Paris lors des Jeux Olympiques et Paralympiques l'été dernier. On va dire que c'est une année plus chargée qu'à l'habitude, puisqu'il a fallu aussi renforcer d'autres unités, notamment sur les JO, où nous on a perdu presque la moitié de notre effectif pour aller renforcer nos camarades sur Paris. Pour le maire, l'un des faits notables, c'est le cas d'un individu radicalisé qui a agressé un chauffeur de taxi en juillet. Événement particulièrement grave, qui avait mobilisé beaucoup de moyens à la fois de l'État, au sens très général, et qui avait effectivement aussi marqué la population. En ce qui concerne la mairie, moi j'avais demandé à ce qu'on ferme la porte d'entrée pour que, le cas échéant, on ne soit pas confronté à l'intrusion de cette personne. C'était quelque chose d'exceptionnel, de particulièrement inquiétant, qui a été résolu. Malgré ces cas particulièrement isolés, une stabilité est constatée dans les principaux crimes et délits de la commune, avec une performance dans la résolution des faits saluée par la préfecture. On ouvre une page patrimoine. L'abbaye royale de l'Épau ferme pour des travaux de maintenance du 20 janvier au 4 février, 11h. Notez-le. À noter, elle sera aussi fermée au public ce jeudi 16 janvier pour une cérémonie de vœux à l'intention des agents du département. Donc si vous voulez encore en profiter, elle est ouverte ce week-end, puis fermée jusqu'au 4 février. Donc l'occasion de faire le point également sur le nombre de visiteurs record dans ce lieu emblématique du patrimoine sartois. Dominique Leméner, président du département, nous indique qu'en 2024, 95 958 visiteurs ont franchi le portail des jardins de l'abbaye. Si l'on inclut les occupations commerciales, ce sont 128 006 personnes exactement qui ont été accueillies sur le site de l'abbaye royale de l'Épau. Autre bâtiment en travaux de rénovation, l'église Notre-Dame du Pré au Mans. Sa toiture en très mauvais état est l'objet d'un chantier depuis plusieurs mois déjà. Une opération financée par la ville du Mans, la Fondation du patrimoine et
les Sartois eux-mêmes qui souhaitent parrainer les tuiles du toit. Reportage Alexandre Ferrer. Une signature gravée sur une ardoise qui prendra place sur l'église Notre-Dame-du-Pré. La toiture dégradée provoque des infiltrations et une altération progressive de la charpente. Des travaux de restauration sont alors lancés, estimés à 2 150 000 €. La Fondation du patrimoine lance un appel à la générosité avec la participation de la ville du Mans. Le total, c'est 200 000 €. Après, il y a une participation du département à 100 000 €, de la région aussi plafonnée à 100 000 €. Donc on verra combien on pourra récolter. Tout le reste, sur les 2 millions d'euros, ça sera à la charge de la ville. Le chantier portera sur la couverture, la charpente, la maçonnerie, la pierre de taille et des éléments de sculpture. Certains de ces modillons sculptés sont d'origine, datés du XIIIe siècle. Depuis le lancement de la campagne en juin 2024, près de 12 000 € sont récoltés. La Fondation du patrimoine participe au titre d'une souscription, c'est-à-dire une collecte en effet donc de mécénat qui permet donc en effet à ceux qui vont, aux donateurs et à ceux qui vont donner de s'inscrire dans ce programme-là. Donc c'est une campagne en effet qui va permettre aux donateurs d'acheter une ardoise, de parrainer une ardoise et ainsi de participer à ce gros chantier sur la ville du Mans. Plusieurs contreparties sont proposées. À partir de 10 € de dons, un message peut être gravé par le donateur sur une ardoise. La Fondation du patrimoine met à disposition une page internet pour soutenir ce projet. La fin des travaux est estimée pour 2027, de quoi pérenniser le toit de ce monument pour les 100 prochaines années. Et on termine ce volet patrimonial avec la belle histoire de Sillé-le-Guillaume qui reçoit un don de 600 000 € pour la restauration de son château. Il y a 85 ans, André Guité et Jeanne Dufour tombent amoureux au collège du château de Sillé. Après avoir quitté la région, ils n'oublient jamais leur lieu de rencontre et décident de faire un don de 600 000 € donc à la commune de Sillé-le-Guillaume, à condition que l'argent serve uniquement à l'entretien et l'embellissement du château. C'est écrit dans leur testament suite au décès de Jeanne Dufour en octobre dernier. La commune va donc percevoir leur legs. Le maire Gérard Galpin l'a annoncé lors de ses vœux à la commune vendredi dernier, de quoi accélérer les travaux du château entamés en 2023. Allez, sans transition, nous recevons notre invité. Merci d'être avec nous, lieutenant Guillaume Goyer. Vous êtes chef du détachement des Sartois à Mayotte suite au cyclone Chido. Vous êtes donc pompier professionnel au SDIS de la Sarthe. Alors, on s'en souvient, du 17 au 31 décembre dernier, on va vous voir à l'image. 12 sapeurs-pompiers de la Sarthe ont pris la direction de Mayotte pour une mission de soutien. En quoi consistait concrètement cette mission ? Alors, la mission s'est répartie un peu en deux tâches distinctes. La première tâche était d'aller au contact de la population, notamment dans les bidonvilles. C'est une population qui avait très peu accès au secours ou qui n'allait pas d'elle-même vers les dispensaires ou l'hôpital. Donc ça, c'est la première partie, celle qui était le cœur un peu de la mission. Donc on allait tous les jours faire des maraudes dans ces bidonvilles pour aller au contact de la population. Et puis sur le reste, une partie logistique, donc déchargement de fret, du nombreux matériel qui arrivait de partout pour secourir les gens. Et puis également du fret alimentaire et en eau, donc décharger des embarcations. Et voilà. Au cours de votre séjour, vous avez rencontré 3700 sinistrés, apporté des soins à 709 personnes, évacué 34 blessés. Ça, ce sont des chiffres. Mais quelle réalité vous avez constatée, vous, sur le terrain ? Alors oui, c'est des chiffres déjà qui sont assez larges, puisque nous, le détachement de la Sarthe, on était inclus dans un détachement bien plus global. Bien sûr. Ce détachement était composé sur cette zone de 60 sapeurs-pompiers venant des zones de l'ouest et du sud-ouest de la France, et composé de 13 départements différents. Donc voilà, on était dans un dispositif vraiment global et on était localisé uniquement sur Petite Terre, donc qui est la petite île de cette zone. Et donc l'ensemble du détachement de ces 60 pompiers, on a fait donc ces chiffres annoncés, donc 3700 visites en l'espace d'environ 8 jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, il y a beaucoup de monde dans ces bidonvilles, donc on est très rapidement au contact. On parle de bidonvilles, mais pour qu'on comprenne, on a vu les images tout de suite après ce cyclone, cet ouragan, je ne sais pas comment on l'appelait, en tout cas Chido. Tout est dévasté, mais vous avez constaté quoi ? Beaucoup de blessés, des gens qui ont du mal à s'exprimer, c'est ce que nous disaient les Mahorais de la Sarthe, leur famille avait du mal à parler, tout simplement, un état de sidération. Alors nous, on est arrivé un peu plus de 5 jours après le passage du cyclone, donc la vie avait commencé à reprendre son cours. En effet,
l'île était dévastée, hein, notamment la partie où on était une zone très, très impactée, que ce soit les bidonvilles, mais également même les bâtiments en dur. Toute la végétation également avait beaucoup souffert. Hein. On était devant des scènes assez conformes à ce qu'on voyait déjà dans les médias, mais qui sont assez impressionnantes en arrivant. Dans nos maraudes, dans les bidonvilles, la population commençait déjà à reprendre pied, est assez résiliente, hein, elle commençait déjà à se reconstruire, à reconstruire un peu les bâtiments où ils vivent. On n'a pas trouvé de nombreuses victimes, hein, dues au cyclone, en tout cas sur la zone où nous étions nous. Hein, la plupart des gens avaient réussi soit à se mettre à l'abri assez rapidement, mais on avait beaucoup de blessés dus aux effets du cyclone, à des coupures, diverses traumatologies un peu bénignes, mais qu'il fallait prendre en compte avec les risques d'infection. Et une autre partie était également la prise en compte avec ces regroupements de population de risques de foyers d'épidémies. D'épidémies, de maladies. Voilà. Donc le fait d'aller au plus près, on pouvait essayer de détecter s'il y avait des débuts de foyers d'épidémie. L'approvisionnement en eau, en nourriture, ça se passait comment? Est-ce que... Ça n'était pas du ressort, en tout cas, de notre... C'était pas notre mission. Hein. L'organisation était mise en place déjà, alors avec des points de collecte sur lesquels ces habitants allaient déjà avant. Hein. C'était un problème qui était déjà existant avant l'arrivée du cyclone. Donc ça, l'organisation qui était en place a été perdurée. On ne sommes pas, nous, sur nos détachements, intervenus sur cette mission-là. Est-ce que vous avez constaté ce que nous disaient les Mahorais qu'on a pu avoir au téléphone ici, à savoir qu'il y a une entraide qui se met en place extrêmement rapidement sur l'île, entre voisins, entre personnes de la même famille, voire plus large? Alors oui, j'imagine que c'est aussi leur mode de vie habituel. En tout cas, hein, il y avait, comme on l'a dit tout à l'heure, une bonne résilience de la population qui d'emblée s'entraidait, reconstruire au plus vite les bidonvilles. Entre notre arrivée et notre départ, donc on va dire environ 8 jours plus tard, la plupart des bidonvilles étaient reconstruits ou en tout cas en phase de l'être. Et voilà, le paysage sur lequel on travaillait était plus du tout le même en 8 jours, quoi. Donc il y avait vraiment eu un gros travail de reconstruction. Ah oui, c'était même assez flagrant. Alors, vous êtes revenu, mais il y a des pompiers professionnels qui sont restés et des pompiers volontaires, beaucoup, puisque sur les 12 personnes qui sont parties de la Sarthe, il y avait uniquement 2 pompiers professionnels. Tous les autres étaient des pompiers volontaires, dont un infirmier, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un appel à candidature très rapidement pour... comme ça se passe dans ce genre de catastrophe. Le directeur départemental et le président du conseil d'administration ont d'emblée validé l'envoi d'un détachement Sarthe qui était conséquent avec 12 sapeurs-pompiers. On était sur la zone, en tout cas, le détachement le plus conséquent. Et en effet, 10 sapeurs-pompiers volontaires, 2 sapeurs-pompiers professionnels. C'est dire l'importance des pompiers volontaires. On le dit régulièrement sur cette antenne. Ils sont importants dans les effectifs des pompiers en Sarthe comme ailleurs. Tout à fait, c'est primordial. C'est conforme à peu près au pourcentage de ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Hein. Donc avec cette activité de sapeurs-pompiers volontaires qui est indispensable pour nous. Dernière question, certains sont peut-être restés. Alors, on a appris aujourd'hui que l'adjudant Sébastien Boulet est parti ce mercredi 15 janvier à 13h pour une mission de renfort en Nouvelle-Calédonie, cette fois. Donc, les pompiers sont déployés sur tout le territoire national. Certains sont restés à Mayotte? Alors, l'ensemble du dispositif est rentré en même temps, en 31 décembre, mais on a été relevé par un autre détachement, qui est parti pour une durée de 3 semaines. Donc, concernant la Sarthe, c'est 2 officiers de la Sarthe qui sont partis nous relever sur cette zone pour 3 semaines. Voilà. Puis il y aura sans doute des relèves après, encore sur Mayotte, quoi. Merci 1000 fois, lieutenant Guillaume Goyer. Je rappelle que vous étiez le chef du détachement des Sartois à Mayotte, qui sont intervenus fin décembre pendant les fêtes suite au cyclone Chido. Merci. On ouvre une page sport. Le Mans FC se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France à Valenciennes suite à un match à suspense disputé ce mardi soir au stade Marie-Marvin devant plus de 5500 spectateurs. Une victoire au tir au but après un match nul, un partout. C'est la première fois depuis 2011 que les Manceaux accèdent à ce niveau de la Coupe de France, non sans sueur froide. On écoute le coach Patrick Videra. Il y a eu pas mal de glissades, mais après il ne faut pas chercher d'excuses. Je leur dis souvent, peu importe, on a joué au tour précédent sur une pelouse à Marmande qui était très très compliquée. Donc voilà, et je leur ai dit, on n'avait pas d'autre choix qu'aujourd'hui, l'objectif c'était la qualification. Donc voilà, on aurait pu mieux faire, tout n'a pas été parfait, c'est une réalité, y compris notre entame, mais on va retenir la qualification.
Les 100 et or connaîtront leur prochain adversaire ce jeudi soir. Et puis les fans de moto et de Valentino Rossi, la star internationale, seront heureux d'apprendre qu'il confirme sa présence lors de la prochaine édition des 24 heures moto avec l'écurie BMW. La 48e édition se tient du 17 au 20 avril 2025 sur le circuit Bugatti. Cette date constitue la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance 2025. À noter, 4 courses support sont au programme pour encore plus de spectacles. On ne se lasse pas de ces images de Valentino Rossi prises l'année dernière. Et puis on termine ce journal avec l'exploit aussi pour le deuxième finisher du Vendée Globe. Après Charlie Dalin ce mercredi matin avant le lever du jour, c'est Johan Richomme qui a franchi la ligne d'arrivée et remonté le chenal des Sables d'Olonne. Tour du monde sans assistance et sans escale bouclée en 65 jours, 18 h 10 minutes et 2 secondes, ce qui pulvérise toujours le précédent record d'Armel Lecléac en 2016. C'est 8 jours de moins tout de même. Alors, même s'il est deuxième, quelle performance que celle du peloton de tête de cette édition du Vendée Globe. J'ai failli dire des 24 heures du Mans. Mais non, mais on est bien sur LMTV Sarthe, bien sûr. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on continue de parler de sport, mais de sport amateur cette fois, avec l'ami Jean-Claude Raison, qui va animer le Cross West France cette année encore. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo globalement calme sur l'ensemble de notre département avec quelques bancs de brume et de brouillard. Donc soyez comme prudents si vous devez prendre les routes avec une visibilité qui risque d'être assez restreinte. Les températures, quand elles évoluent entre 4 et 6 degrés au lever du jour, avec 4 degrés à Montval-sur-Loire, comptez 5 degrés pour la Ferté-Bernard, pour Vendôme ou encore du côté de Blois, idem à Tours, 6 degrés pour Alençon, Laval, ainsi que pour Sillé-le-Guillaume. Concernant la journée de jeudi, au lever du jour, sera sensiblement le même programme météo, avec encore du brouillard, parfois un ciel légèrement voilé, les températures au lever du jour entre 1 et 2 degrés. Il faudra encore une fois bien se couvrir au lever du jour avec un petit 1 degré seulement du côté de Mamers ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe, 2 degrés pour la Flèche, au Mans, pour Laval ou encore pour Alençon. À noter dans nos campagnes, on n'est pas à l'abri encore d'avoir quelques petites gelées matinales. Pour la suite de votre journée, on profite d'un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, les températures qui seront globalement de saison avec ces maximales comprises entre 6 et 7 degrés, comptez 6 degrés à Vendôme, Blois ou encore à Tours, 7 degrés au Mans. Pour la journée de vendredi, on prend les mêmes et on recommence avec toujours ce temps calme et sec. On a toujours cet anticyclone qui continue de nous protéger. Alors les températures, quand elles vont perdre 1 ou 2 petits degrés par rapport à la journée précédente. Et pour la journée de samedi, vous le voyez, le froid restera toujours d'actualité avec des températures entre 2 et 4 degrés. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite les amis. De retour sur le plateau de Quotidien, la suite en ce mercredi 15 janvier. Et on commence, vous le savez, avec la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Vous l'avez peut-être remarqué, ce mercredi 15 janvier, le maintien de conditions atmosphériques anticycloniques avec des températures froides et des vents faibles a favorisé l'accumulation de la pollution émise localement. Et ça va être pareil pour jeudi. Même schéma, l'indice de qualité de l'air sera mauvais sur la quasi-totalité de la Sarthe, notamment à cause du chauffage et du chauffage au bois. On ne va pas parler forcément de qualité de l'air, encore que ça peut être intéressant avec notre invité Jean-Claude Raison. Je suis ravie de vous avoir avec nous, Jean-Claude, en ce début d'année. Animateur du Cross West France, on ne vous présente plus. Du 17 au 19 janvier, le Cross West France, vous êtes aussi coach, membre du comité directeur du Mans Athlétisme 72, etc. etc. Qu'est-ce que vous ne faites pas finalement dans le monde sportif, Jean-Claude ? Oui, non, je ne vais même pas chercher. Tout ce que je sais, c'est que ça me prend bien du temps, mais c'est ma vie. C'est un plaisir partagé. Vous le savez sans doute, le Cross West France, c'est ce week-end.
Alors évidemment, il y a le 10 km Crédit Mutuel dimanche 19 janvier, départ à 15h10, boîte changée à l'EPO, hein, mais on parle de toutes les courses amateurs finalement, des familles, la course des As également en relais dimanche, ou samedi 18, il y a les 5 km féminins. C'est important aussi. La marche nordique samedi, je sais que vous êtes coach de marche nordique aussi, hein, Jean-Claude. Bref, si vous êtes inscrit au Cross West France, il faut quand même s'entraîner et s'entraîner par les températures qu'on a là, très froides en ce moment le matin. Hein. Il y a du -2, -3 en ce moment, Jean-Claude. Quel conseil vous pouvez nous donner ? Effectivement, il y a quand même une température où il ne faut peut-être pas sortir, hein, c'est en dessous de 0, hein, parce que là, vous conseillez carrément de ne pas sortir. Sauf pour les gens qui sont vraiment habitués, non ? Les confirmés. Ouais. Hein, mais les joggers, faut quand même faire très, très attention. Il y a cela. Et puis après, il faut savoir comment on va se vêtir. Oui. Hein. Donc, on va commencer par... alors, il y a ce qu'on appelle la règle des 3 couches. Allez, c'est voilà. quoi ? Alors, la première couche, c'est une couche respirante, d'accord, qui va permettre de conserver la chaleur. Hein. La deuxième couche, là, on est plus sur une couche isolante. Hein. Alors, je pense à la doudoune fine, hein. Pas la grosse doudoune, mais la petite doudoune. Un peu ce que vous avez là voilà, aussi. Ce que j'ai là, hein, c'est parfait. Et puis, si c'est pas assez en fonction de la météo, eh bien là, cette fois, la troisième couche, c'est un kawaii, chose comme ça. Voilà, si c'est 3 quelque chose de coupe-vent. Voilà. Et protection au niveau vent, pluie et voire neige. La tête, les extrémités. C'est très important. Les doigts. La tête pour garder la chaleur. Oui. Hein, la tête pour garder la chaleur, il faut absolument mettre un bonnet. Ça, tout simplement. Pour moi, c'est obligatoire. Ah oui. Ouais, quelqu'un qui court sans bonnet, moi, je me demande comment il peut faire. La deuxième chose, c'est les gants. Hein, parce que beaucoup de personnes, dont je fais partie, il y a le fameux syndrome de Raynaud. Oui. Hein, donc, si vous n'avez pas de gants, vous allez souffrir. Hein, et puis, vous allez souffrir longtemps en plus derrière, pendant quelques heures. Et surtout quand ça va se réchauffer. Hein, donc, mettez des gants, d'accord ? Impératif. Impératif au niveau du froid. Et puis, alors là, il y a quelque chose qui me fait sauter en l'air à chaque fois, c'est que quand je vois des coureurs... Oui, il est énervé là, Jean-Claude. Ah oui, quand je vois des coureurs courir en short, mais non, attention à vous, parce que ça c'est... Il faut mettre un collant thermique à minima. Un collant. Pourquoi ? Parce que les jambes sont à l'air, il n'y a plus rien qui les protège. Et avec le froid, on peut aller vers la blessure, des contractures, des choses comme ça. Carrément. Ah, carrément. Donc c'est vraiment important ce que vous dites. C'est vraiment important. Ne courez pas en short, je vous supplie. J'en ai encore vu en début de semaine courir en short par -1, -2, en effet. Voilà. Ouais. Bon, faites pas ça, c'est dangereux. Voilà. Ouais. Sur une compétition, oui, je veux bien. D'accord. Mais pas à l'entraînement. Pas à l'entraînement. Vous avez l'habitude de dire se reposer, c'est aussi s'entraîner. C'est un conseil qu'on peut donner aux gens c'est ma citation qui se préparent préférée. par exemple au Cross West France. Alors, le Cross West France, c'est encore différent. Cette citation, elle vaut pour les coureurs un peu plus confirmés qui vont aller courir tous les dimanches. Et ça sert à rien. Alors, je ne dis pas ça contre les organisateurs de courses, parce qu'à chaque fois, j'ose espérer que les organisateurs font le plein sur leurs courses, et j'en suis ravi. Et en plus, je les anime pour la plupart. En général, c'est le cas, oui. Voilà, je les anime pour la plupart. Première loge. Donc, j'aurai moins de travail. Mais il faut quand même faire attention. Ne pas aller courir tous les dimanches. Vous savez, quelqu'un un jour m'a dit « Ah, moi, Jean-Claude, ce qui me fait progresser, c'est de courir tous les dimanches. » J'ai dit « Non, ne me répète plus ça. » Alors, ce n'est pas forcément ça qui fait progresser. Mais non, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner régulièrement et aller faire des courses de temps à autre, parce qu'il faut quand même se fixer des objectifs. Voilà. Hein, ça, c'est le mental. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des courses avec grands objectifs. Il ne faut pas qu'il y ait un défi tous les week-ends, quoi. C'est ça l'idée. Alors, on est dans une société où c'est la mode du défi, sur les réseaux sociaux, tout le monde fait des défis sportifs, etc. Vous êtes à dire attention à ne pas aller à la blessure, c'est ça? Voilà, alors c'est exactement ça. Je parle de Jean-Claude Raison, c'est incroyable. On avait il y a quelques temps encore la vraie compétition, la compétition réelle. On arrivait sur la ligne de départ, c'était pour aller performer. Combien de fois j'ai entendu dire
Ah oui, mais moi aujourd'hui je vais la faire en dedans cette compétition. Ben non mon garçon, vaut mieux rester chez toi, tu mets tes baskets et tu vas aller faire une bonne séance d'entraînement. Hein, quand on arrive sur une ligne de départ, c'est pour aller performer. Et aujourd'hui c'est encore ça, heureusement, mais c'est le défi. C'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, on va aller faire le marathon de Paris, on va aller, alors 42 km, au mois de juin, on va s'en aller à Erquy, où on va aller faire 70 km, on n'en a pas assez, on va se mettre un petit semi-marathon. C'est trop ça pour vous? Bien sûr que oui, et c'est là que ma citation intervient. Hein. Se reposer, c'est aussi s'entraîner. Et voilà, vous avez tout là, tout de la course à pied. Un petit dernier mot pour les gens qui ont envie de se remettre au sport après les fêtes, qui se disent que c'est peut-être le moment des bonnes résolutions. On y va, pareil, progressivement, chacun à son rythme, et on ne se dégoûte pas. Absolument. Il faut d'abord se fixer un objectif. Ouais. Pourquoi je veux me remettre à la course à pied? Ça peut être un autre sport, mais là on est dans la course à pied. Pourquoi me remettre dans la course à pied? On se fixe un objectif. Tiens, dans 3 mois, il faut que je puisse arriver à courir 1 heure sans m'arrêter. Voilà. Et pour cela, il va falloir franchir des paliers. C'est comme une échelle de meunier. On monte barreau par barreau, et non pas par 2 barreaux, 2 barreaux. Et on va faire de l'alternance course à pied, marche. Par exemple, on va faire un objectif de 30 minutes dans les 3 semaines à venir, tenir 30 minutes, et puis après tenir 45 minutes, et après tenir l'heure. Et on y va progressivement. On y va progressivement. Parce que sinon, on va se démotiver et on va rester sur le canapé. Jean-Claude Raison, merci 1000 fois pour tous ces conseils. On peut vous retrouver tout le week-end, c'est pas compliqué. Boîte changée à côté de l'Épau, à côté de l'abbaye royale de l'Épau, et à le départ de toutes les courses, vous les commentez, vous en commentez pour la plupart, hein, pas toutes peut-être, mais la plupart. Oh, je vais commenter certainement la plupart des courses, à partir de vendredi d'ailleurs, puisque c'est les scolaires. Absolument, voilà. Et ce que vous faites est aussi un sport de fond, il faut le dire. Voilà, merci 1000 fois, si vous avez envie, on peut toujours se renseigner auprès de Le Mans Athlétisme 72, si vous voulez avoir des conseils de coach très très affirmés, comme Jean-Claude. Merci 1000 fois. Le Cross du Mans Ouest France, vous l'avez vu, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à jeudi. crossdumans.ouest-france.fr. On joue maintenant sur LMTV Sarthe pour gagner 2 places pour un anniversaire, les 20 ans, dans l'œil d'Alliance, un groupe créé en janvier 2005 avec 7 chanteuses dont le but est de divertir et de se divertir. Ça fait du bien. Gagnez vos places événements à l'un des 2 concerts organisés samedi 25 à 20h30 ou dimanche 26 janvier 2025 à 15h30. Salle Jean Carmé à Allonne. On joue à jeu @lmtv.fr, jeu au pluriel, vous le savez, vous mettez vos coordonnées et puis un petit mot sympa à Laurence qui vous répondra. Tout de suite, c'est mercredi, c'est l'infiltré du dimanche. Mathéo Le Breton nous emmène à la Chartres-sur-le-Loir. Il a adoré sa visite d'ailleurs au musée des boutiques anciennes, mais aussi aux brasseries de Jupy. Et ils ont fait du sport également, notamment sur la Gambardella de Mulsanne. Quant à nous, on se retrouve jeudi à 18h30 en direct. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.